D'abord, sachez que je ne vous ferai pas brailler et j'espère ne pas vous faire bailler non plus. Donc, avant de vous endormir, vous me ferez signe et je ne déborderai pas de mon 5 minutes. Je suis Nancy Moreau, j'ai 45 ans, j'ai une amyotrophie spinale de type intermédiaire avec un nom savant allemand très long qui n'est pas nécessaire de vous dire aujourd'hui. Ce que ça signifie, c'est que j'ai complètement arrêté de marcher à l'âge de 9 ans et mon souvenir de la marche est assez pénible. Donc, le fauteuil roulant a été pour moi le premier gain d'autonomie dans ma vie, alors que j'avais entre 9 et 13 ans où j'ai complètement perdu la capacité de marcher. Donc, le fauteuil roulant motorisé a été mon premier pas, c'est drôle de dire de même, mettons mon premier départ vers l'autonomie. Et pour vous dire, 45 ans, je me trouve jeune, mais en termes de défrichage, je viens d'un petit village, on n'était pas dans le bois puis on ne défrichait pas pour le vrai, c'est pas ça que je veux dire, mais en termes de services, de ressources, de changement, de mentalité également. J'étais une pionnière, j'étais la petite fille à Claude et Gisèle à Saint-Gédéon-de-Beauce qui était la petite handicapée du village. Et autant il n'y avait pas de services, pas de ressources, autant les gens étaient ouverts, curieux, mais en même temps, pas une curiosité qui était malsaine, mais plus, c'est la petite fille à Claude et Gisèle, puis on va l'aider, puis on va mettre une pente au dépanneur, elle va pouvoir venir avec ses amis. Et donc, c'était simple, c'était pas compliqué. Il n'y avait rien, mais en même temps, les gens étaient là. Et tout ça pour vous dire que parce qu'il n'y avait pas de ressources spécialisées, je n'avais pas le choix de cheminer dans un cadre régulier. Donc, la première, petite handicapée à l'école primaire, au secondaire, au cégep et même à l'université, il y a 25 ans, à l'Université Laval, il y avait peu d'adaptations. C'était les grosses portes, c'était les ascenseurs tout petits, c'était les petites cabines de salle de bain. Et j'étais à l'époque en fauteuil roulant motorisé avec quand même beaucoup de besoins de base, mais je vous dirais que bizarrement, c'était pas important. Ce qui était important, c'était que je finisse mes études, que je me fasse un chum, que je m'en aille vivre avec, puis que je fasse une vie professionnelle et sociale riche. Et quand je vous disais tantôt que je vous ferais pas brailler, ça n'a pas été triste. Et je n'envisage pas l'avenir avec tristesse, même si à tous les jours presque il y a des deuils, de perte d'autonomie, de choix difficiles à faire entre les activités parce que j'ai plus l'énergie pour faire les choses. J'ai une belle vie et oui, j'ai un chum et oui, j'ai une belle vie professionnelle qui est riche, qui me permet de me développer, de faire les choses que j'aime. J'ai un poste de direction, je gagne bien ma vie, je voyage à travers le Canada. Et j'ai des activités sociales qui me permettent aussi de me retrouver avec des bonnes personnes. Puis il y en a plusieurs ici aujourd'hui que je suis tellement contente de revoir, des gens avec qui partager. Et ma vie, elle est simple. Et je sais pas quand je serai plus capable de me respirer par moi-même. J'ai de plus en plus de difficultés à manger. Il y a plein de fonctions qui me laissent tomber. Des fois, j'ai l'impression, puis il y a la ménopause, ça, les filles, vous savez de quoi je parle, là. Ça fait partie de la vraie vie, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais il faut quand même gérer tout ce que ça suppose et les effets exposants 10 qu'on vit. Bref, tout ça arrive, mais j'y peux rien. Je ne peux pas les voir arriver quand le matin, ça se présente, puis que tout d'un coup, j'ai de la difficulté à avaler tel aliment, que je suis plus capable de mastiquer tel autre, ou que je suis à moitié morte pour je ne sais pas quelle raison. C'est comme ça. Je vis avec ça, je m'arrange comme ça se présente. Et j'ai un chum qui est merveilleux, qui est beaucoup plus gros et bâti, et beaucoup plus fort que moi surtout. Donc, il est la force et moi l'intelligence. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, on se complète bien. Il n'est pas là, mais il sait que je vais parler de lui.
On se complète très bien. Dans le fond, ce que je voulais, j'ai rien préparé aujourd'hui, mais ce que je voulais laisser comme message, c'est, la vie est belle, elle n'est pas nécessairement simple, elle n'est pas nécessairement facile, mais on a, je sais, la capacité de faire de notre vie ce qu'on veut qu'elle soit. Je veux pas être astronaute, je veux pas être, je veux pas être marathonienne, je veux être moi avec ce que je suis, avec le meilleur de ce que je suis capable de donner, avec ce que j'aime faire, avec mon goût de la nature, avec mon goût de l'histoire, avec mon goût d'apprendre des langues. C'est juste ça que je souhaite de la vie, et la vie me donne ça. Alors, je suis heureuse, je suis chanceuse aussi, mais je continuerai toujours à trouver que ma vie, elle est belle, même le jour où je serai branchée à un respirateur, même le jour où je ne pourrai plus être active, ma vie, elle sera tout le temps belle parce que c'est la mienne. J'en veux pas d'autre. C'est celle-là qui est là, et je suis bien comme ça. Je suis entourée de personnes que j'aime, et c'est un grand bonheur pour moi. Donc, c'était tout simplement le message que je voulais vous lancer aujourd'hui. Faites ce que vous aimez aujourd'hui. Faites ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Profitez de la vie surtout, d'abord et avant tout. Merci. Bien, bonjour, mon nom, moi, c'est Marco Di Spaltro. Je suis de Saint-Jérôme. J'ai 44 ans. Puis moi, je suis atteint de la dystrophie musculaire de Becker. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 13 ans. J'ai pu marcher jusqu'en 2004. Puis ensuite de ça, je me suis retrouvé en fauteuil roulant de façon permanente. Puis moi, je suis ici pour vous parler un peu de l'activité physique. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert le sport en fauteuil roulant à l'âge de 25 ans. Puis ça a été ma renaissance pour moi. Parce qu'avant ça, je marchais un peu, puis j'avais pas vraiment besoin d'un fauteuil roulant, fait que je me demandais toujours où j'appartenais. Puis là, finalement, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le milieu du sport en fauteuil roulant, que je connaissais absolument rien de ça. Puis là, j'ai commencé mon odyssée avec le sport en rugby en fauteuil roulant. Le rugby, c'est un sport très physique, assez violent. Puis les gens, quand ils voient ça pour la première fois, ils pensent juste que c'est une gang de malades qui se rentrent dedans. Mais il y a vraiment beaucoup de stratégies. Puis moi, ça m'a permis de vraiment m'extérioriser. Parce qu'avant ça, j'étais toujours un peu... je ne savais pas où vraiment j'appartenais. Puis avec cette gang de personnes-là avec qui que j'ai joué, ça m'a ouvert des portes, puis ça m'a aussi vraiment changé ma perspective dans ma tête. Parce que juste à cette époque-là, moi, je me disais, en étant en fauteuil roulant, ça va être moche, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis là, depuis ce temps-là, j'ai visité les 4 coins de la planète. J'ai rencontré un paquet de gens extraordinaires. J'ai ma copine qui est avec moi présentement, qui vient des Pays-Bas. Fait que, puis j'ai aussi mon partenaire de double qui est avec moi, Josh Van Der Wiels. Ça aussi, je vous invite peut-être à parler à Josh un peu, parce que c'est une personne d'exception, un athlète d'exception aussi, puis une histoire fantastique. Puis j'ai aussi mon entraîneur qui est avec moi. On s'en va prochainement aux Paralympiques pour le boccia. Mais je vais revenir au rugby un peu. Fait que le rugby, ça, moi, j'ai participé du rugby, j'ai fait ça de 93 en 2001. Parce que comme notre première intervenante, elle nous disait, avec les maladies qu'on a, c'est des maladies évolutives. Puis, veux pas, tu perds la fonction, puis il y a des choses que tu pouvais faire avant que tu ne peux plus faire. Fait que c'est de l'adaptation toujours. Mais comme qu'elle disait, écoute, là, on vit le moment présent. Puis moi, j'ai aucun regret. Puis après le rugby, j'ai commencé, parce que ma condition ne me permettait plus de faire du rugby, parce que du rugby, c'est arrête, repart, arrête, repart. Puis les épaules, si tes épaules sont déjà un peu amochées, c'est un peu difficile. Fait que ensuite de ça, j'ai fait ma deuxième carrière sportive avec le tennis. Fait que le tennis, ça, c'est un sport où ce que tu peux rouler plus librement, puis il n'y a pas toujours 3-4 personnes qui te courent après à essayer de t'arracher la tête.
Fait que ça a été une belle carrière au tennis. Au rugby, j'ai jamais fait l'équipe canadienne. J'étais sur l'équipe provinciale. Malheureusement, on n'a jamais gagné le championnat provincial, le championnat national quand j'étais là. Au tennis, j'ai eu l'opportunité d'aller représenter le Canada en France, en Suisse, puis en Italie, des compétitions. Mais encore là, ben, avec la maladie évolutive, ben, fut un temps où j'ai été obligé d'arrêter le sport parce que c'était pas bien pour moi. Fait qu'en 2001, j'ai arrêté le sport. Puis là, ben, j'ai une grande gueule. Fait que je me suis dit, ben, on va aller au coaching. Fait que là, j'ai commencé avec l'équipe canadienne. J'étais le coordonnateur des hautes performances. Puis encore là, avec eux, j'ai voyagé énormément, rencontré des gens extraordinaires à travers la planète. Puis j'ai fait du coaching avec le Canada jusqu'en 2008. Puis ensuite de ça, ben, je voulais une expérience différente. Fait que là, je me suis dirigé vers la Suède. Fait que j'ai entraîné l'équipe nationale de la Suède de 2008 à 2010. Puis encore là, de vivre dans une nouvelle culture, puis de rencontrer des gens qui ont des maladies similaires à la mienne, puis comment ils se sont adaptés, puis les histoires qu'ils ont racontées. C'est tellement extraordinaire de rencontrer des gens qui sont actifs, qui s'impliquent. Puis ensuite de ça, après le rugby, ben, j'ai décidé de lâcher le rugby pour m'adonner à ma nouvelle discipline, qui est le boccia. Fait qu'avec le boccia, d'ailleurs, c'est là qu'on s'en va aux Paralympiques. Le boccia, c'est un sport qui est quand même un peu méconnu. C'est un sport de précision. Ça ressemble un peu à la pétanque, si vous voulez. Fait qu'il y a une balle blanche, un cochonnet, puis ensuite de ça, on a 6 balles rouges puis 6 balles bleues. Fait qu'un des deux, il y a 2 personnes qui jouent. Fait qu'une personne peut être avec les balles bleues, l'autre avec les balles rouges. Puis essentiellement, le but du jeu, bien, le terrain est, je dirais, d'ici jusqu'à la table où il y avait la bouffe, puis peut-être 6 mètres de large. Fait que, puis essentiellement, ben, c'est notre sport. Fait que c'est de s'approcher le plus près possible de la balle blanche. Fait que si ça vous adonne, peut-être d'aller sur YouTube puis vérifier ce que c'est le boccia en fauteuil roulant. Puis aussi, pour ceux qui sont un peu plus téméraires, peut-être aller voir ce que c'est le rugby, parce que c'est un sport assez extraordinaire. Puis moi, avec tous mes voyages, ce qui m'impressionne toujours, c'est souvent je donne des cliniques de rugby ou de tennis dans des pays qui sont pas mal plus défavorisés que le nôtre. Fait que je vais des fois au Brésil, j'ai été en ancienne Europe de l'Est donner des cliniques, puis de voir l'équipement qu'ils ont là-bas, là, souvent c'est un désastre. Puis ici, là, ce qu'on a, c'est quand même, c'est peut-être pas le monde parfait, mais c'est quand même très, très bon. Fait qu'au Québec, au Canada, on est bien gâtés par rapport à ce que j'ai vu à travers le monde. Mais moi, mon message aujourd'hui, c'est l'activité physique pour moi, mais c'est juste de sortir, puis de sortir aussi de sa zone de confort. Parce que souvent, quand on est habitué à juste rester à la maison, puis souvent aussi, quand on est... je ne dis pas que c'est de la paresse, mais des fois, c'est peut-être un manque de volonté d'aller à l'extérieur puis de vivre le monde. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'extérieur, de vivre le monde. Puis aux parents aussi, il ne faut pas avoir peur de laisser nos enfants peut-être se faire des petits bobos comme ça, là. Des fois, c'est important de vraiment de se lancer à l'aventure, de la découverte du monde. Puis, il faut sortir, il faut s'activer, que ça soit n'importe quoi. Écoute, le sport d'élite, oui, c'est peut-être pour certaines personnes, mais il y a d'autres choses. Juste d'aller à l'extérieur. Puis il y a d'autres sports aussi qui existent, comme en Floride. Je suis assez chanceux parce que je passe mes hivers là-bas. On a développé un programme de Power Soccer qui est nouveau pour nous. Fait qu'on a le boccia là-bas puis le Power Soccer. Fait que ça, c'est des sports des sports de prédilection pour des gens comme moi qui ont la dystrophie musculaire, d'autres maladies comme Charcot-Marie-Tooth, qui sont assez... qui peuvent être admissibles à jouer dans ces sports-là, puis qui peuvent... c'est juste d'aller là, puis de faire de quoi? Faire de l'activité sportive, faire de l'activité physique, aller prendre de l'air, aller rencontrer des gens, aller vraiment, là, s'impliquer. Fait qu'en tout cas, moi, c'est ça mon message, l'implication sociale, il faut aller de l'avant, puis même si on est handicapé, ça ne veut rien dire. Vas-y fort. Merci.
Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Véronique Bergeron. J'ai la Charcot-Maritou. Et je vous présente ma petite fille, Chloé, qui a 8 mois maintenant, aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de la grossesse, de la maternité. Je sais que les hommes, vous allez être plus ou moins intéressés, mais... oups! Non, pas ça. Non, ça, tu l'auras pas. Mais dans le fond, je vais vous donner des conseils pour les gens qui voudraient peut-être éventuellement penser à avoir des enfants. Oui, ça se fait, avoir des enfants, même quand on est atteint de dystrophie musculaire. C'est engagé avec ça. On fait un échange. Merci. Je vais vous donner 10 conseils. Si vous voulez avoir le papier de ce que je dis... j'ai fait des copies de ce que je vais dire. Donc, ceux-là qui veulent avoir les informations, vous pouvez venir chercher une feuille après. Tout ce que je vais dire va être inscrit sur cette feuille-là. Puis, vous avez des photos aussi des affaires que je vais parler. Vous allez pouvoir les voir sur la feuille. Là, il y a des photos. Donc, en premier, c'est sûr que ce qui est important, c'est de rencontrer votre spécialiste pour savoir son point de vue sur la maternité, sur la grossesse. Parce que c'est sûr que c'est pas évident. C'est plus chacun qui a un parcours différent. Donc, il faut vraiment rencontrer votre spécialiste. C'est lui qui va pouvoir vous dire si oui ou non il approuve votre grossesse. Ensuite, c'est sûr que l'important, c'est de trouver un conjoint. C'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. C'est très difficile de faire ça tout seul. Mais il faut quand même que le conjoint soit d'accord. Parce que s'il est plus ou moins, ouais, OK, pour te faire plaisir, c'est correct, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il soit d'accord, puis 100% en arrière de toi. Parce que, oui, c'est une affaire d'être deux, avoir des enfants, mais encore plus quand tu as des limitations. Donc, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, il faut que le conjoint soit derrière toi, puis qu'il soit d'accord et tout. C'est sûr qu'il faut discuter avant de commencer à dire « Ah, OK, on va avoir un enfant et tout. » Il faut trouver des solutions si jamais il y a des obstacles. Donc, l'étape numéro 3, ça serait de faire une évaluation de vos capacités physiques afin de déceler des obstacles. Comme chez moi, il y avait beaucoup d'escaliers. Donc, moi, je sais qu'avec un enfant, les chambres en haut, mettons, puis la cuisine en bas, etc., ça ne marche pas. Donc, j'ai déménagé. Je me suis trouvé une maison avec les chambres et tout le reste de la maison au même étage pour essayer de régler le plus de problèmes liés aux escaliers. Ensuite, c'est sûr qu'il faut quand même se trouver un bon gynécologue obstétricien pour qu'il soit capable de te suivre selon les risques liés à ta grossesse. Au CHUL, il y a des spécialistes liés en clinique de grossesse à risque. Donc, moi, c'est eux qui m'ont suivi pour les grossesses à risque. Donc, eux autres sont en moyen de te suivre avec un suivi plus serré. Ensuite, tu le veux, hein? Tu le veux vraiment. Durant votre grossesse, adaptez votre quotidien. Dans le fond, une fois que vous êtes enceinte, c'est sûr que vous ne prendrez pas 10 livres en 2 jours. Tu sais, ça va graduellement. C'est sûr que le poids va augmenter, mais on s'adapte jour le jour. Puis, c'est sûr qu'il faut quand même manger sainement pour ne pas prendre 70 livres. Là. C'est sûr que là, à ce moment-là, plus ça va, plus on va avoir de la misère à se déplacer et tout. Ensuite, il faut essayer le plus possible de poursuivre nos activités au quotidien. Parce que c'est sûr que si on arrête de faire quelque chose, ça va être plus difficile après de recommencer. Fait que si quelqu'un arrête complètement de marcher, mais qui est capable de marcher quand même, et c'est sûr qu'il va avoir de la misère après ça recommencer à marcher. Donc, il suggère le plus possible de faire nos activités quotidiennes sans nécessairement tout abandonner puis s'évacher sur le divan. Après ça, c'est sûr qu'il faut accepter nos limites parce que, veux pas, il y a des affaires que tu ne peux plus faire enceinte, même quand tu n'as pas de difficultés physiques. Mais encore plus quand tu as des problèmes de force musculaire. Donc, il faut les accepter. Et puis, il ne faut pas se dire que on n'est pas une bonne mère, on n'est plus capable de laver le bain. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, c'est juste qu'il faut prendre soin de soi, dans le fond. On peut changer de feuille. Non. Acceptez l'aide qui vous est offerte, puis en demander en cas de besoin. Dans le fond, le ménage, là, même si ce n'est pas vous autres qui le faites, c'est pas grave. Là. Engager une aide ménagère, ça se fait. Acheter des repas congelés, ça se fait. Demander à vos parents, des amis.
Au lieu d'acheter du linge, ben viens me faire un lavage. C'est des affaires qu'il faut se demander. C'est moi. Ah, mon Dieu. La naissance du bébé. Bon, même si vous souffrez de faiblesse musculaire, ça ne veut pas dire que vous allez avoir automatiquement une césarienne. J'ai accouché naturel, comme n'importe qui, sous épidural, comme n'importe qui. Donc, c'est pas nécessairement lié à une faiblesse musculaire. Pourtant, j'ai pas beaucoup de force dans les bras, dans les jambes. Pourtant, j'ai accouché naturellement. C'est vraiment du cas par cas, selon ce que votre médecin va vous dire. Puis, il faut avoir confiance en nous. C'est ça, le secret. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde, non, j'aurai pas de césarienne, je vais accoucher naturel. Puis, tout le monde me disait, ah, moi, je pense pas. Puis finalement, j'ai accouché naturel comme n'importe qui. Ensuite, s'occuper de bébé, bien là, c'est sûr qu'il faut quand même pas avoir peur de demander de l'aide. Ne serait-ce encore comme l'aide ménagère, les repas, engager une gardienne, même si vous êtes à la maison. Pendant qu'elle peut s'occuper du bébé pendant que vous allez relaxer ou prendre un bain ou faire des trucs pour vous un peu, ça vous remonte le moral, puis ça aide. Ensuite, faire appel à des organismes d'aide, comme Dystrophie musculaire Canada. Ils m'ont prêté des équipements. Ils m'ont aussi payé certains équipements, comme j'avais besoin d'un tire-lait électrique, puis ils m'ont fourni un financement pour que je puisse m'en procurer un. Il y a aussi la clinique Parents Plus à Montréal, au Centre Lucie Bruno, qui, eux, font une évaluation de vos besoins. Ils viennent chez vous, ils regardent ce que vous avez besoin pour vous adapter, pour vous aider avec le bébé, puis ils vous prêtent des équipements, comme ça, qui est une ceinture qu'il faut mettre autour de la taille, avec un siège pour mettre le bébé dessus. Dans le fond, ça vous permet de ne pas forcer à soulever l'enfant. Ça vous permet juste de l'accoter sur vous, puis vous avez tout le soutien de la ceinture, dans le fond. Fait que ça c'était la clinique qui me l'a donné, dans le fond. Eux, ils n'en avaient plus besoin. La madame, elle avait rapporté, fait qu'ils me l'ont donné. Quand j'en aurai plus besoin, je vais pouvoir aller le reporter. Puis ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'en est un. Aussi, ils m'ont prêté un lit surélevé, en fait, à peu près haut comme ça. Moi, je l'ai mis au plus haut, mais il est ajustable, dans le fond. Fait que quand tu as un fauteuil roulant, tu peux rouler jusqu'en dessous, puis tu as l'enfant au niveau que tu veux, dans le fond, ça peut être au niveau de la poitrine, puis il y a des portes qui ouvrent en avant. Puis tu peux aller chercher l'enfant. Tu n'es pas obligé de te pencher ou c'est des affaires adaptées. Oui, ils sont là. J'en ai mis. OK. Sur Internet, oui. Va sur Clinique Parents Plus. Tu vas trouver. Ensuite, j'ai eu un bain. Ils m'ont prêté un bain aussi avec des pattes en métal. Dans le fond, le bain est surélevé. Fait que je peux faire prendre le bain de ma fille debout. Donc, je n'ai pas besoin de me pencher. Je peux le faire debout. Fait que, puis je le vide on vide ça dans la toilette, là, de l'eau après ça. Puis il est sur roulette, fait que je peux le déplacer dans la maison. Fait que ça, c'est des affaires que les organismes peuvent nous donner ou nous prêter. Fait que j'ai toute l'information pour les numéros de téléphone, si vous voulez, sur ma feuille, là. Puis il y a des photos aussi. C'est le lit Ottawa, hein, ça? Oui, c'est ça. C'est-tu une vidéo, toi? Ça se peut-tu? Non. Non? OK. Ça a l'air d'être... Je sais pas. Ça a l'air d'être ça, là. Ensuite, numéro 10, le dernier, non le moins, bébé grandit, on s'ajuste. C'est sûr qu'un bébé ne prend pas 10 livres en 2 jours non plus, fait que ça y va graduellement. Fait que c'est sûr qu'il faut, on s'adapte au fur et à mesure que le bébé grandit et le bébé bouge. Donc, au début, c'est plus, il fait juste dodo, après ça, il s'assit tout seul, après ça, ça évolue beaucoup. Et l'enfant s'adapte aussi. Parce que même très jeune, là, les bébés sont capables de savoir qui les prend parmi les parents qu'ils ont. Puis aussi, comme moi, là, Chloé est capable de savoir que quand moi je la prends, il faut qu'elle m'aide. Donc, elle se propulse sur ses jambes. Quand je la lève, elle se lève comme debout. Fait que pour me donner comme une aide à la lever. Fait que ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, mais elle sent déjà que j'ai besoin d'un petit soutien. C'est ça. En terminant, j'aimerais ça vous dire que c'est important, ce qui est important pour l'enfant, c'est l'amour que vous lui apportez, que vous ayez ou non des limitations physiques. Dans ses yeux, vous êtes parfaite.
Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Ayez confiance en vous. En terminant, j'ai apporté un livre que j'ai marqué aussi sur la feuille. C'est un livre qui m'a beaucoup fait confiance, puis il m'a beaucoup rassurée. C'est « Oser être mère, maternité et handicap moteur ». Ce livre-là, c'est vraiment fait pour toutes les sortes d'handicaps physiques, moteurs, que ce soit la paralysie cérébrale, etc., etc. Il parle aussi de la dystrophie musculaire là-dedans. C'est vraiment des trucs pour ceux-là qui veulent avoir des enfants, la maternité et tout. C'est vraiment complet. C'est fait en France. Par contre, c'est vraiment international. Fait que si vous voulez vous le procurer, j'ai marqué toutes les informations au sujet du livre sur mes feuilles. Vous viendrez chercher. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Puis, bonne chance. Non, on est là-dedans? Il est dans ce guide-là, mais où dans le guide? Ce sera pas long, là. Juste montrer le lit Ottawa. Ottawa. Descends encore. Ah, il est là. Tu vois, là, ici, là. Ouais. On voit pas Je ne vous voyez pas. Attends, on peut s'agrandir quelque part? Encore. Et là, c'est ça, il y a les portes, dans le fond. Là, il y a Oups. à la hauteur du corps, là, ta fille est dans le feu roulant. Donc, elle est assise. Prends le micro, Véronique. Il est où le micro? Dans le fond, la personne est assise dans un fauteuil roulant, puis il y a des portes, là. On voit les portes sont ouvertes, là, dans le fond. Puis quand vous voulez coucher le bébé, vous le couchez, vous êtes à la hauteur de vos bras. Donc, vous pouvez le coucher. Moi, il est au plus haut, fait qu'il est à peu près à cette hauteur-ci. Puis vous pouvez fermer les portes, puis ça se barre pour pas que l'enfant puisse sortir lui-même du lit. Puis éventuellement, quand l'enfant est rendu à 1 an, quand il est capable de marcher, on enlève complètement les pattes, fait que le lit est à peu près à ça du sol. Donc l'enfant peut embarquer lui-même dans le lit, vous ouvrez les portes, l'enfant embarque tout seul dans son lit, après ça, vous refermez les portes. Fait que ça fait en sorte que le lit, il évolue avec l'âge de l'enfant aussi. J'ai fini. Toi, Marie-Josée, c'est la bonne franquette, tu passes, c'est ça. Bonjour. Je voulais simplement vous parler d'un des nombreux projets de participation sociale qu'il y a à l'IRDPQ. Moi, je suis Marie-Josée Morissette, je suis ergothérapeute et coordonnatrice clinique au programme des maladies neuromusculaires ici à l'IRDPQ à l'enfance. Et je vais vous parler 5 minutes du projet choral, qu'on est à notre 3e année de cours de chant choral adapté et de musique, qui se donne par les loisirs du Berger-les-Saules, ici à Québec, pour les jeunes de 7 à 60, non, pas 77 ans, on me revient, de 7 à 17 ans. Et autant des jeunes de tous les programmes de l'IRDPQ que des jeunes qui n'ont pas de limitation motrice là, de la Ville de Québec. Actuellement, dans les 3 dernières années, on n'a eu que des jeunes de l'IRDPQ. Et on voit une progression, là, on est dans notre 3e année, puis les jeunes, on en a eu 6 ou 7, là, puis on voit déjà qu'ils ont fait des progrès, là, pas seulement au niveau musical, mais la musique et ces genres de cours-là font en sorte que c'est des jeunes qui vont développer plein d'autres choses que la musique, dont, bon, l'attention, la concentration. Il faut qu'ils soient vraiment centrés sur le chef en avant. Ils ont développé beaucoup leur estime de soi parce que des fois, il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'ils peuvent chanter ou même se produire en public parce qu'on fait 2 concerts par année environ et ils sont très, très contents de pouvoir participer à ça et les parents sont très fiers aussi. Alors, je voulais juste là, vous dire que c'est un projet ainsi que d'autres là, que Marie s'occupe aussi, là, de d'autres projets sociaux comme ça à l'IRDPQ où on travaille en collaboration avec les villes, avec les loisirs et on peut donner là, un coup de main aux jeunes. Le but ultime de ça, c'est de leur permettre de pouvoir faire leur participation sociale selon leurs capacités et éventuellement, comme pour la chorale, on souhaiterait qu'un jour ils puissent participer aux chorales là, des paroisses ou dans la communauté là, ordinaire. Alors, il n'y a rien de mieux que de vous montrer des petites vidéos pour vous faire comprendre.
On fait une session à l'automne, une session à l'hiver et une session au printemps. Les inscriptions se font habituellement au mois de septembre, alors je vous encourage à pouvoir inscrire vos jeunes. Il y a sûrement des parents dans la salle, là, donc les jeunes de 7 à 17 ans. Et on fait aussi un concert, notre concert de fin d'année, le 2 juin, au Musée de la Civilisation à 7 h. Vous êtes tous invités, si ça vous tente, de venir voir ça. Et il n'y a pas seulement la chorale le 2 juin, il y a... Je vais répéter. Il y a l'exposition du cours d'art plastique, il y a le cours de danse adaptée, des photos du groupe de cirque adapté aussi. Il y a des clients derrière qui vous envoient sur toutes les activités adaptées ici à Québec. Il y a un bottin complet de toutes les activités, autant sportives que sociales ou loisirs, puis des dépliants pour les cours adaptés. Extrait des deux. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui.
Parfait. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Stéphanie Bergeron, j'ai 23 ans et je suis atteinte d'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay. Donc, la chose qui me décrit le plus, c'est que je suis aussi enseignante. Donc, j'ai préparé là, un petit texte cet après-midi pour vous parler de mon parcours scolaire. Donc, vous me permettrez là, de vous en faire la lecture. Alors, c'est avec une grande fierté et avec l'objectif de transmettre un message d'espoir que je prends la parole cet après-midi pour vous parler de mon parcours scolaire. Je souhaite ainsi vous démontrer que quand on veut et qu'on est prêt à y mettre les efforts nécessaires, tout est possible. Je dois bien admettre que l'école n'a jamais été très facile pour moi. Chaque début d'année scolaire me demandait une période d'adaptation qui s'étirait parfois sur plusieurs mois. Une nouvelle enseignante, une nouvelle classe, du nouveau matériel scolaire, des nouveaux copains. Cela représentait pour moi une zone de turbulence que je devais traverser dans le but d'atteindre ma pleine amplitude. En tant qu'élève, une nouvelle année représentait aussi pour moi un recommencement en ce qui a trait à l'explication auprès des enseignants et autres intervenants de l'école de ma condition différente et des adaptations qui pourraient être nécessaires à ma réussite. Étant une personne plutôt réservée, j'ai toujours considéré ma maladie comme un secret à garder sous peine d'obtenir beaucoup trop d'attention à mon goût. Je suis bien consciente, cependant, que de conserver cette ambiance de mystère face à ma condition physique ne m'a jamais amené beaucoup de positif. Mon primaire et mon secondaire se sont bien déroulés à ce niveau, puisque mes parents pouvaient se charger de rencontrer mes enseignants et de leur expliquer ma condition physique. Bien que mes limites me créaient des difficultés en éducation physique, elles ne m'empêchaient nullement de bien réussir académiquement. Les choses se sont un peu complexifiées au cégep. Il est en effet parfois assez surprenant de prévoir la réaction des gens à l'annonce de nos limitations. Certains enseignants m'ont simplement répondu que c'est la vie, chacun a ses petits problèmes, alors que d'autres ont pris la chose un peu trop intensément. Alors que j'étais en technique d'éducation à l'enfance au cégep, ce fut le cas notamment d'une superviseure de stage qui m'a prise à part lors de ma première supervision pour me dire qu'elle avait bien réfléchi à ma situation et qu'elle pensait sincèrement que je devrais modifier mes plans de carrière, le domaine de l'enfance étant beaucoup trop exigeant physiquement, selon elle. J'ai rencontré d'autres de ces encourageantes personnes lors de mon baccalauréat en enseignement primaire, alors que, remarquant mon écriture un peu tremblotante lorsque j'ai apposé ma signature à la remise d'un examen, m'a à nouveau prise à part pour me faire savoir qu'elle trouvait étrange qu'une personne telle que moi, étant amenée à servir de modèle pour apprendre l'écriture aux élèves, puisse être enseignante. Je peux sembler bien courageuse et forte en vous racontant ces événements, mais je dois bien vous avouer que de telles embûches sur mon parcours ont été assez démoralisantes et m'ont amenée à me remettre en question. C'est avec le soutien de ma famille et particulièrement de mes merveilleux parents que j'ai pu les traverser et en sortir grandie. Mes parents ont en effet su me supporter dans les moments plus difficiles et m'enseigner à ne pas porter attention aux critiques et aux messages de découragement qui viennent des autres, mais plutôt à foncer pour atteindre mes objectifs. Je dois ici beaucoup à mes parents qui m'ont toujours encouragée à croire en mes rêves et m'ont appris que la clé du succès, c'est le travail. Je ne vous cache pas que j'ai eu des moments de découragement, mais j'ai su, grâce à leur soutien, prendre un peu de recul et me relever avec la ferme intention de prouver à toutes ces personnes qui ont voulu me décourager que je suis tout à fait capable d'atteindre les plus hauts sommets.
Ma mère a bien souvent déploré ma tête de cochon au moment de mon adolescence, mais c'est tout de même grâce à cette tête de cochon que j'ai complété en décembre dernier ma formation universitaire et ainsi obtenu un diplôme en enseignement au primaire. C'est même avec une certaine fierté que je déjoue les statistiques en ayant complété un baccalauréat de 4 ans en seulement 3 ans et demi. Par ce témoignage, j'espère ainsi rejoindre les parents d'enfants ayant des limitations pour leur dire de ne jamais sous-estimer le potentiel de leur enfant. Je suis en effet persuadée que les personnes ayant une maladie quelconque ont en eux une force qui leur permet de réaliser de grandes choses, en autant que leur entourage leur en donne l'occasion et les soutiennent dans ce processus qui peut parfois être long. Je terminerai ce témoignage en partageant avec vous une de mes grandes fiertés. J'ai obtenu depuis peu mon permis de conduire après 4 tentatives d'examen pratique à la SAAC. Cela confirme alors que la volonté et la persévérance nous permettront toujours d'être vainqueurs sur la maladie et les préjugés. Comme le dit souvent mon père, les limites n'existent que lorsqu'on se les impose soi-même. Merci de votre écoute. Bonne chance. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Jean-Philippe Turcotte. J'habite à l'île d'Orléans et pour ajouter au super témoignage de Stéphanie, je vais vous parler des études postsecondaires moi aussi. Donc, je suis étudiant à l'Université Laval en études internationales et langues modernes. J'ai eu un parcours tortueux au cégep, mais un très beau parcours. Et s'il y a quelque chose d'important que je voudrais que vous reteniez cet après-midi, c'est que c'est un très bon défi à se poser d'aller au cégep et surtout, c'est une très belle occasion à saisir. Surtout ici au Québec où c'est quasiment gratuit. Bon. J'ai bien dit ici au Québec. Donc, oui, et puis ça change à l'université, là, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, bon, bien sûr, à part la limitation qui se trouve à être l'endurance physique, là, mais qui n'est pas quelque chose qui peut vous empêcher d'aller au cégep. Donc, je voudrais vous dire, moi, j'ai fait 2 cégeps, 2 techniques différentes. Je vais recevoir sous peu mon DEC sans mention, c'est-à-dire que je n'ai pas complété aucune spécialisation au collégial. Je voudrais vous dire qu'il y a des structures d'intégration. L'intégration, pas pour les personnes handicapées, mais pour les élèves en général, parce qu'il faut se dire c'est une grosse marche entre le secondaire et le cégep. Donc, il existe déjà là, des accommodements qui se font pour vous permettre de prendre ça un peu plus mollo, compléter des cours peut-être plus généraux, oui, mais qui vont vous donner une bonne idée de la charge de travail, là. Donc, informez-vous là-dessus. Ce n'est pas nécessaire de choisir votre DEC, votre bac, votre maîtrise, vos 3 doctorats là, à 17 ans. Là. Ça peut attendre quelques mois encore. Là. Donc, vous pouvez facilement faire un semestre ou 2 au cégep avant de vous décider. Ce n'est pas non plus une honte de changer de DEC. Oui, ça peut vous retarder. Moi, j'ai fait le choix d'aller à l'université. J'ai fait le choix de ne pas continuer une spécialisation au cégep pour aller plus tôt à l'université. Mais si vous voulez faire un DEC technique et que ça vous prend 6 ans, bien, ça vous prendra 6 ans. OK? Il n'y a aucun problème avec ça, à part avec vous. Moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Mais je crois qu'il faut se donner des buts dans la vie. Moi, c'était d'aller à l'université. J'y suis rendu, je suis bien content avec ça. Et puis, tous les services sont donnés et au cégep et à l'université. Donc, informez-vous bien toujours, parce que des fois, on a des mauvaises surprises, et il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui ne savent pas tout.
Hein, il y a plein de programmes qui existent, on ne peut pas tout savoir. Mais il y a des gens qui sont là pour vous épauler. Et puis, à l'université, bon, c'est assez merveilleux parce qu'à l'université, on paye. Donc, on a un très bon service généralement. Oui, oui, on voit la différence en passant à l'université. Donc, oui, le cégep, je crois que c'est important. Même si académiquement, vous n'avez pas des notes extraordinaires, il y a quelque chose qui rentre en jeu et c'est la motivation. Parce que vous allez faire des cours qui vous intéressent. Puis ça, c'est important d'être dans quelque chose qui nous intéresse. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez changer de deck là, si ça ne fonctionne pas. Il faut que la motivation reste au maximum. Anecdote, je suis présentement en session intensive à l'été. Il y a quelque chose qui est déconseillé aux personnes avec des handicaps, mais je suis motivé, ça va super bien, c'est une grosse charge de travail, mais ça passe bien. Mais c'est pas à cause que je suis bon à l'école, c'est pas à cause qu'il fait beau dehors, c'est à cause que je voulais faire ce cours-là. En terminant, je vais vous dire, c'est une superbe occasion aussi au niveau social. Oui, on dit qu'il faut bâtir un réseau pour se faire des amis, mais je vous dirais qu'en étant dans une classe en situation de handicap, surtout si c'est visible, juste ça, vous aidez les gens. Vous éduquez une partie de la population qui va être des meilleurs citoyens. Juste d'être dans une classe, vous avez accompli quelque chose de merveilleux. Donc, si vous avez besoin d'une motivation supplémentaire, si vous voulez penser aux autres aussi, dites-vous, les autres, ils sont déjà bien. Moi, je suis au cégep, je fais mes affaires. C'est le seul bénéfice que vous avez à leur donner. Le reste, vous vous concentrez sur vos études. Et puis, il y a tellement de gens intéressants, il y a tellement plus de gens au cégep à l'université, hein, donc c'est plus facile de trouver des gens qui ont des intérêts communs. Et je vous souhaite bonne chance et j'espère vous encourager et peut-être encourager, vous demander d'encourager vos amis ou des membres de votre famille à poursuivre des études au cégep. Et si vous avez les moyens financiers, à l'université. Oh, c'est des beaux messages. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, j'imagine? Oui. Je ne sais pas si je vais être aussi inspirante que tout le monde qui en parle aujourd'hui. Je suis vraiment très impressionnée. Merci beaucoup de l'invitation. Moi, je m'appelle Josiane Morel, je suis entraîneur-chef au Club de nage synchronisé Synchro Élite de Québec. Et on a un programme de nage synchronisé qui s'appelle Synchro Adapté. On a Rebecca ici qui fait partie de notre programme. Alors, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que ça fait 1 an et demi ou 2 ans à peu près, peut-être que Rebecca pourrait plus nous informer là-dessus, que le programme est instauré à Synchro Élite. Nous enseignons la nage synchronisée. Dans le fond, ça développe vraiment beaucoup tout ce qui est équilibre, coordination, tout ce qui est sur le plan moteur aussi, l'agilité. Fait qu'on essaie de développer ça par le biais de la nage synchronisée. Ça développe aussi l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment, selon moi, très bénéfique, je pense. Et surtout dans l'eau, on est chanceux parce que c'est un milieu qu'il n'y a pas de poids du corps. Donc le poids du corps n'est pas supporté. Alors on peut se permettre vraiment de faire des beaux exercices, de faire un beau programme de nage synchronisé. On essaie avec les athlètes d'avoir vraiment un objectif, d'avoir des objectifs très réalisables et très adaptés à eux. Je dirais que les filles sont très très bonnes et apprennent très vite, mais quand même, on place dans le fond toutes les jeunes filles ensemble. On monte une petite routine. À la fin de l'année, nous, le Club de Synchro Élite de Québec, on présente un gala de fin d'année. On leur offre en début de session. Comme là, cette année, on a décidé de ne pas faire partie du gala, mais ça se pourrait qu'il y ait une gang qui décide d'y participer et j'aimerais ça. Peut-être l'année prochaine. On est vraiment à l'écoute des nageuses. Je dirais que pendant la dernière session, on a fait un petit peu affaire avec les physiothérapeutes pour avoir des exercices à l'extérieur de l'eau qu'on pourrait leur faire faire. Mais on essaie justement de collaborer avec les physiothérapeutes. Sinon, une de mes priorités, c'est vraiment d'être très à l'écoute des parents et d'être très proche d'eux. Fait que souvent, ils vont nous parler un petit peu, puis c'est souvent les parents qui sont les
premiers informés, en fait, de l'état de leur jeune fille. Fait que moi, en leur discutant, bien, ça me permet de connaître un petit peu plus à ce sujet-là. Dans le fond, comment ça... Ben, c'est 1 heure par semaine, c'est le samedi matin. Pour ce qui est de plus spécifique, on a un site internet qui est synchroélèvedequebec.com. J'ai fait un beau petit vidéo. Par exemple, je ne suis pas vraiment technicienne. On avait fait des vidéos avec Rebecca, mais je n'ai pas réussi à les mettre. Fait qu'on va voir des vidéos d'Anne-Sophie Dufault. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme je vous dis, je ne suis pas vraiment technicienne en informatique. OK, je les ai. OK, on va recommencer au milieu. Du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut. Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite. Et puis c'est ça, on a un ratio de 1 pour 3, 4, 5 jeunes filles. Présentement, on a un groupe de 3 personnes. Un, deux. Oui, il marche. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On a le temps, là. On est bien organisé. Alors, oui? Ma question est pour Stéphanie Bergeron. Est-ce que les parents de tes élèves sont au courant de ton handicap? Excuse-moi de dire le mot handicap, là. Est-ce qu'il y a des réactions? Si ça, quelles sont leurs réactions? Est-ce qu'ils acceptent ou ils disent ouais, mais mon enfant n'est pas entre bonnes mains ou quelque chose de même? Pour l'instant, en fait, comme je viens de terminer mes études, je suis plus en suppléance. Donc là, je ne suis pas amenée à côtoyer les parents. Je pense que c'est ça. Alors, non, c'est pas un problème qui s'est posé à moi là, jusqu'à maintenant. Ah, OK. Donc, non. Merci beaucoup. C'est rien. Il y a la madame ici, dans le fond. S'il y en a qui ont des questions sur le boccia, Annick ici pour répondre aux questions. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ma question pour Nancy. Comment le conjoint essaie de gérer quelqu'un qui a une maladie dégénérative, là, parce que des fois, on est obligé de faire des deuils de certaines affaires. Comment il fait pour passer à travers ça? Évidemment, il doit suivre l'évolution de la maladie en même temps que moi. Il m'a connue, j'étais en fauteuil roulant motorisé, j'avais 20 ans.
c'est lui qui a eu le coup de foudre, hein, d'abord. Fait que faut le mentionner. Il savait dans quoi il s'embarquait, en fait. S'il ne savait pas maintenant, il le sait. En fait, je pense que ça doit être à chaque étape ou à chaque deuil, il doit y avoir une discussion franche et honnête pour s'assurer, pour que ce soit le fun de vivre avec l'autre, autant la personne qui a des limitations que pour l'autre. Que ce ne soit pas une vie de sacrifice. Moi, je ne voulais pas que mon conjoint soit là par obligation, qu'il reste avec moi parce que, je ne sais pas, il voulait aller au ciel ou quelque chose du genre, là. Je voulais qu'il soit heureux, je voulais qu'il soit bien, et moi, je voulais être bien aussi, mais je ne voulais pas que ce soit au détriment de son propre bonheur. Fait que ça doit être une discussion franche qu'on a à chaque deuil. Mais à un moment donné, c'est comme, ça fait 23 ans là, qu'on vit ensemble, fait qu'on a un bon parcours, on a passé à la date d'expiration depuis un bout, là. Ce que ça finit par faire, c'est que naturellement, à chaque deuil, c'est comme, on est en mode adaptation, en mode créativité. Je suis plus capable de lever mon beau verre dans la salle de bain qui est en céramique, mais qui pèse 1 tonne. C'est pas grave, on met un verre Tim Hortons dans un carton. On a acheté un gros stock de 50, là. Fait que quand ils sont tous plus beaux, ben on jette. Fait que c'est juste, ça devient naturel, ça. Puis comme il est très créatif, ben il peut me patenter toutes sortes d'affaires. Il a misé là-dessus. Pour lui, et ça doit être comme ça, quand on passe à une nouvelle étape, ben c'est lui qui compense. Donc, il doit être impliqué dans le processus de deuil. Moi, je perds, mais lui, il gagne. Il gagne en tâches, il gagne en obligations, il gagne en présence, il gagne en toutes sortes d'affaires et probablement en chance pour se rendre au ciel, mais bon, c'est pas ce qu'il cherche. Donc, il doit y avoir absolument une discussion à chaque fois pour que les choix soient faits consciemment et ensemble. J'aurais jamais voulu qu'il se sente obligé, que ça lui soit imposé, particulièrement parce que j'ai des pertes au niveau de l'autonomie, mais je suis extrêmement active, autant sur le marché du travail que dans ma vie personnelle. Mais pour pouvoir faire ça, il doit être là. Mais ça aurait pu être autrement. Là, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait mon maintien à domicile, l'infirmière, la cuisinière, le mécanicien, le chauffeur, le charpentier, le plombier, etc. Ça aurait pu être autrement. On aurait pu faire d'autres choix. C'est-à-dire, il aurait pu dire, moi, je ne veux pas faire l'infirmière. On aurait trouvé d'autres solutions. On aurait trouvé d'autres moyens. Ça doit donc être accepté par les deux, ce même deuil-là, parce qu'il se vit à deux, effectivement. Est-ce que ça répond, Daniel? Merci. Handicap ensemble, c'est pas toujours facile à gérer. Puis les gens qui sont proches les conjoints qui sont proches de ces gens-là, quelque part, il y a comme un manque de soutien. Effectivement. Moi, je trouve ça difficile parfois. Donc, je ne sais pas trop comment gérer ça. Excusez-moi. Puis moi, ça m'amène aussi à un prolongement de la question parce qu'on parle beaucoup de mourir dans la dignité. Puis je me demandais quelle était la position de... Comment vous voyez ça? Merci. Tu réponds, ou? Nancy? Non. Non. Je travaille fort pour vivre dans la dignité présentement. Je ne sais pas, c'est... Oui. Oui. Mais oui, en fait, Daniel, tu as raison, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'il n'existe pas beaucoup de soutien pour les conjoints. Et je pense qu'à chaque jour, il faut se reposer la question. Puis il faut s'aimer beaucoup, 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 beaucoup aussi. Oui. Merci. Y avait-tu d'autres... Il me semble que j'ai vu une main levée. Non? OK, bon. Oui? J'ai le droit, merci.
Dans le fond, Marco a dû partir, il vous disait bonjour à tout le monde. Là, il a dû quitter parce qu'il était au pouvoir Amel attendu à l'IRDPQ pour faire une présentation au niveau du boccia de 3h à 6h. Alors, je vous invite tous, ceux et celles qui sont intéressés à essayer ce sport-là, que vous soyez en fauteuil roulant, marcheur, pas capable de lancer, vous pouvez tous y aller parce qu'il y a des possibilités de jouer à ce sport-là pour les personnes qui sont les plus atteintes. C'est certain que au niveau compétitif, c'est un sport pour les gens les plus atteints. Donc, ceux qui ne peuvent pas du tout lancer, qui vont lancer avec une licorne ou avec leur petit doigt, quelqu'un va les aider aussi à lancer. Mais aussi, au Québec, on est privilégié. Il y a aussi une classe ouverte. Ça veut dire que les gens qui ne répondent pas à ces critères-là, ils vont pouvoir aussi jouer. Fait que dans le fond, quand on est capable de lancer la balle, on peut jouer au boccia. Donc, c'est tout simplement de vous dire, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous déplacer ou voir Amel à l'IRDPQ et il va être au gymnase jusqu'à 6h. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour les panélistes? Oui. Ah, ben oui. Ah. C'est-tu fin, cet enfant-là? C'est plus une remarque. J'ai trouvé que la majorité des personnes, c'est la totalité même, vous avez l'acceptation de ce que vous êtes devenu. Par l'handicap que vous supportez, ça vous a aidé. Puis, tout le monde a de l'humour. Vous nous avez toutes fait rire, sans exception. Fait que, j'en reviens pas, moi, de voir, je suis assis sur mes deux fesses, je sais comment que je pourrais prendre ça autrement avec tout ce que vous nous avez donné ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Oh! Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je reviens un peu à ce que M. disait tout à l'heure. Oui, vous avez tout grand courage, une passion. Et je pourrais dire que aujourd'hui, j'aurais pu vous rejoindre avec les panélistes. Parce que moi-même, je fais partie d'un organisme culturel qui s'appelle Entract. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça ici. C'est un organisme culturel qui permet à des gens avec des limitations physiques et intellectuelles et ou intellectuelles de faire des arts, ce soit en danse, en théâtre, en vidéoclip, en cinéma, en exploration des arts de la scène, même en improvisation. On a même une équipe d'improvisation. Donc, j'aurais pu faire part de ma passion au même titre que vous. Donc, je trouve que il y a vraiment, vous êtes vraiment des perles, vous toutes et vous tous. Je vous trouve formidable. Et peut-être que prochainement, c'est moi qui vais être assis là en train de partager ma passion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense qu'on va être prêt à enchaîner. Merci beaucoup, un gros merci, c'était très, très intéressant.